Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Bon, une vidéo qui va pas être très amusante puisque je vais essayer d'analyser tout ce qui ne va pas à l'Olympique Lyonnais. J'avais fait une vidéo similaire juste avant le début de la saison et beaucoup de points que j'avais soulevés malheureusement se sont vérifiés. Et là, il est temps de faire un bilan de la présence de Laurent Blanc à la tête de l'équipe. De voir si la stratégie qui a été utilisée pour le mercato, c'est-à-dire d'éloigner un certain nombre de joueurs expérimentés pour faire de la place aux jeunes joueurs, s'est révélée payante, et les perspectives que l'on peut avoir d'ici la fin de la saison. Alors je vais sans doute oublier des choses, mais je pense, en tout cas je vais essayer d'être assez exhaustif. Avant tout, je voudrais vous remercier, à vous les abonnés, vous êtes désormais plus de 703 abonnés au moment où je fais la vidéo, donc c'est très encourageant pour moi pour continuer à vous faire des vidéos, je l'espère, intéressantes et peut-être à réfléchir à de nouveaux formats, mais je ne veux pas trop en dire pour le moment. En tout cas, merci à vous, c'est vraiment très plaisant. Alors on va commencer par une déclaration de Laurent Blanc après notre match nul très décevant face à Nantes, qui sera quand même notre prochain adversaire en demi-finale de la Coupe de France. Et vous allez voir ce qu'il a dit, parce que je crois qu'il faut écouter Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est quelqu'un, comme je l'ai souvent dit, qui est très riche, donc qui n'a pas besoin de l'OL pour vivre. Et donc ça lui donne une liberté de ton que peut-être d'autres n'ont pas. Et donc on va écouter ce qu'il a dit. C'est très court, mais vous allez voir que ça en dit long. Donc Laurent Blanc a qualifié la saison actuelle de l'OL de saison galère à tous les niveaux. Alors ça n'a l'air de rien, mais dire cela, c'est pointer beaucoup de monde. Alors certains diront Laurent Blanc critique beaucoup, mais fait peu souvent amende honorable, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque dans la dernière conférence de presse, il a dit après le match contre Nantes qu'il était très déçu, y compris de nous-mêmes, en pointant le staff technique, puisqu'il est évident que dans ce match-là, on n'a jamais trouvé les solutions, alors que pour une fois, on avait un effectif presque au complet. Mais le 11 titulaire, où d'ailleurs Koumbedi avait été intronisé, moi je pensais que ça allait régler tous les maux, puisque visiblement tous les maux c'était Diomandé. Et on a fait rentrer Cherki, Jeffinho, alors certes Moussa Dembélé et Houssem Aouar, mais bon, je trouve qu'Houssem Aouar n'a pas été si mauvais que ça dans le match, mais enfin bon. Et évidemment, il ne s'est rien passé de nouveau. Donc Laurent Blanc a écouté ce qu'on lui a dit, il a fait souffler Cherki, il a titularisé donc Koumbedi, il a utilisé ses 5 changements, et tout cela n'a eu absolument aucun effet. Et malheureusement, ce qui est très inquiétant, je trouve, c'est que la mi-temps en général permet de remettre les têtes à l'endroit, et il faut bien le constater, Laurent Blanc n'a pas trouvé les mots pour remettre les têtes à l'endroit, puisque la deuxième mi-temps a été largement inférieure à la première mi-temps, qui n'était déjà pas très reluisante. Alors le match a révélé, puisque comme je le disais, on avait un effectif quasiment complet, et bien que cet effectif était moyen, ça malheureusement on s'en était rendu compte depuis pas mal de temps, et que bien que Nantes ait laissé sur le banc pour débuter le match 2 joueurs importants comme Ludovic Blas et Andy Delors, eh bien on n'a pas été capable en 80 minutes de renverser la situation, comme nous n'avons jamais été capables de le faire depuis le début de la saison, puisque au début de la saison, à chaque fois que nous avons été menés, nous n'avons pas été capables de gagner le match. Parfois on a obtenu des matchs nuls, mais on n'a jamais pu aller chercher les 3 points. Alors évidemment, ce qui est inquiétant pour nous, et on ne voit pas comment ça pourrait changer d'ici la fin de la saison, c'est qu'on a un effectif qui n'est pas au niveau, et notamment au milieu de terrain. En fait, ce week-end, j'ai regardé 2 matchs, enfin j'en ai regardé plus, mais notamment 2, et notamment donc Lens et Nice. Et en fait, ce qui m'a frappé,
c'est quand j'ai vu notre ami Kefren Turam, qui désormais est international A, et Seko Fofana, donc on va dire le leader du RC Lens, et que je les ai vus récupérer des ballons et traverser tout le terrain pour apporter le danger offensivement. Or, il faut bien dire que dans notre équipe, on n'a absolument personne, mais vraiment personne, qui est capable de faire ça. On l'a eu par le passé, évidemment, des Paqueta, des Bruno Guimaraes, des Tanguy Ndombele, pour prendre les plus récents. Mais Tolisso, qui a un peu peur de tout. Tolisso, il a peur des contacts, il a peur de courir, il a peur de frapper, parce qu'il a l'impression que dès qu'il va faire quelque chose d'un peu costaud, d'un peu violent, il va se péter quelque part. Donc finalement, bien que ce soit des trois celui qui a la meilleure qualité de pied, en tout cas en progression du ballon au pied, il n'est pas du tout performant. Cacré, lui, essaye d'aller vers l'avant, mais soit il perd la balle, soit il nous fait des contrôles américains. Mais en tout cas, il n'est absolument pas efficace dans ce rôle-là. Alors, il est Laurent Blanc critiqué parce qu'il met Cacré beaucoup trop haut. Certains disent qu'il faut mettre Cherki ici. Oui, mais Laurent Blanc a expliqué. D'une part, Cherki n'a pas suffisamment démontré dans sa carrière, qui est encore jeune, pour qu'il n'a pas de statut pour que je le mette systématiquement en numéro 10. Et surtout, il ne défend pas. Donc, comme Laurent Blanc a envie que le pressing commence haut, il a un Tolisso qui n'est pas vraiment capable de faire du pressing, donc il se dit, je vais mettre mes deux clébards, Cacré le Penant qui court énormément, bien aidé par Barcola et Lacazette, pour aller essayer de récupérer des ballons dans les pieds adverses. Il est évident que notre équipe, avec un tel milieu, n'est pas capable de construire ses actions. Donc il se dit, si on récupère la balle haut, d'ailleurs c'était la philosophie de Peter Bosz, si on récupère la balle haut, on pourra tout de suite se mettre en situation offensive. Bon, il est évident que ça n'a pas fonctionné et que de semaine en semaine, on voit que Cacré est absolument incapable d'aller vers l'avant. Johan Le Penant a été réclamé à corps et à cri par les supporters. D'ailleurs, ça a été un de ceux qui a fait les frais dans un premier temps de l'arrivée de Laurent Blanc puisqu'il jouait très peu. Et autant Cacré essaye de porter le ballon vers l'avant mais n'y arrive pas, autant Le Penant, lui, il n'essaye même pas. Il a la balle, il la refile systématiquement derrière et c'est ensuite soit les latéraux, soit les centraux qui doivent trouver des solutions, mais lui, il ne cherche jamais d'aller vers l'avant. Et d'ailleurs, il en est conscient et il le reconnaît, puisque dans l'interview qu'il donne à l'équipe aujourd'hui, vous allez voir ce qu'il dit. Donc on lui demande ici, dans quel domaine devez-vous encore vous améliorer? Et il répond, sur le jeu offensif, haut sur le terrain, je peux faire mieux quand je reçois le ballon dos au jeu. J'essaye de prendre plus de risques à l'entraînement afin que ça devienne instinctif en match. L'orientation de corps, la prise d'information. Donc vous voyez, finalement, lui reconnaît ce que l'on voit de semaine en semaine, c'est-à-dire qu'il est absolument incapable de se projeter. Et ça, c'est un vrai souci, puisque Cacré lui-même a une qualité de passe qui est très mauvaise. Et bien évidemment, c'est bien beau de récupérer des ballons, mais si vous le perdez immédiatement, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, le problème qui vient se cumuler avec ça, c'est que quand Laurent Blanc se retourne sur le banc et qu'il regarde les milieux disponibles, il a quoi? Il a Houssem Aouar, Jeffinho, qui est potentiellement un ailier gauche, ou un milieu de terrain offensif. Alors là, il a été utilisé plutôt comme ailier gauche en rotation d'Amin Sarr. Évidemment, Ryan Cherki qui a remplacé Cacré. Donc vous voyez que Laurent Blanc a fait rentrer Aouar et Cherki donc à la place des deux milieux défensifs et on a vu que ça n'a rien produit. Alors certains disent, oui non mais d'accord, il a que Aouar, Cherki et Jeffinho sur le banc en milieu de terrain, mais en réserve il y a Mohamed El Arouche. Alors il faut savoir que pendant longtemps, moi-même, je le reconnais, j'étais plutôt hostile au fait que Mohamed El Arouche soit intégré dans l'effectif pro, considérant justement qu'on avait déjà le matériel suffisant. Seulement, aujourd'hui, je suis bien obligé de me rallier à la cause de beaucoup de gens qui disent de toute façon, la saison Ligue 1, elle est foutue, ça c'est clair. Au moins, donnons sa chance à Mohamed El Arouche.
Alors évidemment, surtout pas aligné avec Le Penant et Cacré. J'ai déjà expliqué que les trois faisaient moins d'1m73, donc c'était pas possible de jouer avec trois milieux de ce gabarit-là. Mais à la limite, si vous pouvez mettre avec Tolisso et un autre milieu, on va dire Cherki créatif, plus Elarouche ou Cacré, donc essayer de respecter des équilibres, notamment en termes de puissance. J'ai oublié Thiago Mendes dans l'équation. Essayer de jouer avec quand même, d'avoir toujours deux joueurs assez physiques, plus Elarouche à la place de Le Penant ou Cacré. Comme ça, la puissance des autres vient combler son manque de puissance à lui. Donc, de ce point de vue-là, j'ai évolué, oui, tout simplement parce que Le Penant-Cacré me déçoivent énormément dans la créativité. Évidemment, je ne vais pas les critiquer dans les efforts, parce que les efforts, ils les font. Mais par contre, leur utilisation du ballon est tout à fait abominable. Autre point de déséquilibre dans notre effectif, c'est évidemment les attaquants. Quand Alexandre Lacazette est absent, eh bien, on est en énorme souffrance, on a pu le remarquer. Et quand il sort, ben, on a très peu de rotation. Laurent Blanc a essayé d'associer Lacazette et Dembélé, qui visiblement s'entendent bien en dehors du terrain. Mais il faut bien dire que sur le terrain, ça n'a absolument rien produit. Laurent Blanc a essayé Amin Sarr, qu'il apprécie énormément et qui visiblement se donne beaucoup pendant les entraînements, mais force est de constater qu'en match, il est nul et ça ne s'améliore pas. Barcola est globalement bon depuis 2 mois, mais lui aussi, il a des matchs qu'il traverse comme un fantôme, ce qui a été le cas contre Nantes. Comme le dit Laurent Blanc, et pour le coup je suis d'accord, quand des jeunes joueurs doivent enchaîner des matchs de haut niveau, et la Ligue 1, quoi qu'on en dise, c'est du haut niveau, notamment sur le plan physique et athlétique, et bien des jeunes joueurs ne sont pas forcément prêts à encaisser toutes ces titularisations consécutives. Donc là aussi, quand il doit faire des rotations, que ce soit sur Barcola, sur Sarr ou sur Lacazette, eh bien, il regarde le banc, il a Djefinho, donc il a essayé Djefinho, Djefinho a été catastrophique contre Nantes. Et qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, le seul Moussa Dembélé, en numéro 9, il n'a pas de rotation en ailier droit, donc ça c'est quand même incroyable qu'un club comme l'OL n'ait pas de rotation en ailier droit, donc il est obligé de faire jouer en intégralité Bradley Barcola. Donc vous voyez, en fait, un de nos gros problèmes, outre la qualité individuelle de nos joueurs, eh bien, c'est qu'on a un effectif totalement déséquilibré et qui certes a été expurgé au mois de janvier, mais malgré tout, qui est hyper mal foutu. Vous avez des joueurs comme Ryan Cherki qui veulent jouer numéro 10, mais qui ne font pas les efforts défensifs, et quand on le met dans l'aile, il fait la tronche. On a un Moussa Dembélé qui, d'après ce que j'ai entendu de la part d'Edouard Jay dans le podcast que je vous invite à aller écouter sur l'After Lyon, qui dit que Moussa Dembélé et Aouar sont irréprochables à l'entraînement. Donc lui, Laurent Blanc, on va dire les états d'âme des supporters qui ne veulent pas voir jouer les joueurs en fin de contrat, il s'en fout totalement. Il voit que les mecs, ils sont plutôt sérieux à l'entraînement. Il se dit, je ne vais pas me priver d'eux. Et d'ailleurs, je sais que ce que je vais dire va faire hurler, mais quand les supporters sifflent ces joueurs quand ils entrent en jeu, je ne vois pas en quoi ça peut les aider. Donc pour moi, c'est totalement contre-productif. Je sais bien que certains supporters sont pour une politique de la terre brûlée. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai même entendu des supporters dire « il ne faut surtout pas qu'on gagne la Coupe de France, parce que sinon, Aulas, Chéreau, Ponceau vont s'astiquer la nouille en disant que finalement, les résultats leur donnent raison, on va en prendre pour 3 ans. » Ne vous inquiétez pas, Aulas, Chéreau et Ponceau, on va en prendre pour 3 ans. Donc autant gagner des titres et retrouver, enfin au moins un, et retrouver la Coupe d'Europe l'année prochaine, en espérant que le recrutement de l'été, et ça fera l'objet d'autres vidéos d'ici là, soit à la hauteur de nos espérances, ce qui n'est pas forcément le cas. Autre déséquilibre, le poste de latéral gauche, puisque Tagliafico ne me plaît pas du tout depuis son retour de Coupe du Monde. Il a peut-être fait 1 ou 2 matchs corrects, mais les autres sont vraiment très moyens. Et on n'a que Enrique. Enrique qui est un joueur, on va dire, vaillant,
sans doute, lui, a la très très bonne mentalité, mais qui est archi limité et qui surtout est absolument incapable d'apporter le moindre danger offensif. Donc comme dans l'aile gauche, vous avez un Cherki qui fait la gueule, qui n'a pas envie de faire les efforts, qui ne sait pas prendre la profondeur, que vous avez Amin Sarr qui est nul à chier, en tout cas pour le moment, et que Jeffinho ne vous apporte rien, bah vous n'avez évidemment pas envie de faire rentrer Enrique. Donc voilà, cet effectif extrêmement déséquilibré offre très peu de solutions à Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc, évidemment, il a sa part de responsabilité dans les problèmes actuels, mais il ne peut pas être un magicien et tirer la quintessence d'un groupe qui est finalement extrêmement moyen. Parce qu'au-delà du niveau, et là je vais bien être obligé de pointer du doigt les jeunes joueurs, au-delà du niveau, il y a aussi les lacunes technico-tactiques de nos jeunes joueurs. Laurent Blanc en parle, Dejan Lovren en parle, Tagliafico en parle, le manque de sérieux aux entraînements, hein, on joue comme on s'entraîne, et visiblement, comme on voit comme on joue, on peut imaginer comme on s'entraîne. Et ça, ce sont des défauts de nos joueurs qui sont pointés du doigt par l'entraîneur et par des joueurs expérimentés de l'équipe. Et de ce point de vue-là, le recours à l'ADN lyonnais est un fiasco total. Et je le dis d'autant plus que moi, j'étais plutôt favorable à cet ADN lyonnais, puisque en fait, l'année dernière, on a reproché à des joueurs de ne pas être investis dans le projet du club. Eh bien, on voit que même quand on met une équipe avec 70 ou 80% de joueurs formés au club, eh bien, on n'obtient pas mieux. Donc c'est ça qui est extraordinairement décevant. Et je ne vois pas comment sur la suite de la saison ça pourrait changer. On peut juste espérer, mais là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, que les joueurs vont se sortir les doigts pour la demi-finale et, espérons, la finale de la Coupe de France. Mais force est de constater que ces mecs-là, il n'y a pas grand-chose à en tirer et qu'il sera absolument nécessaire de faire un nettoyage, mais alors extrêmement profond, l'été prochain, parce que sinon, eh bien, on repartira pour une saison qui ressemblera à la saison en cours et à la saison qui vient de s'écouler. Seulement, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je vous renvoie à ma vidéo sur le bilan financier de l'OL sur le premier semestre, donc de juillet 2022 à décembre 2022, et vous voyez que les comptes sont encore énormément dans le rouge, que la vente de Malo Gusto rapporte 30 millions, mais que sur ces 30 millions, on va dire il y en a déjà 25 qui ont été dépensés sur le trio Lovren, Sarr et Jeffinho. Et donc, on a des joueurs prêtés qui vont revenir. Alors certains sont vendables, je pense notamment à Carl Toko Ekambi, peut-être à Romain Fèvre. Mais quand on voit, alors j'allais dire les prestations, il n'y a pas de prestations, puisque Jeffrey Adelaide n'est même pas capable de trouver une place de remplaçant à 3. Alors imaginez bien que on ne peut rien en tirer au niveau de l'Olympique Lyonnais. Le pauvre Tino Kadewere, donc envoyé en Espagne, a dû sortir après un malaise à la mi-temps du dernier match. Donc lui n'est sans doute pas dans une condition optimale. Bref, qu'est-ce qui va se passer l'été prochain? Alors si on arrive à vendre Fèvre, qui fait des bons petits matchs et qui a fait une très belle passe décisive d'ailleurs lors du dernier match de championnat du côté de Lorient, et qu'on obtient aussi un peu d'argent sur Carl Toko Ekambi, si on veut recruter, il faudra vendre. Et donc je pense que Luc Eba, voire Ryan Cherki, risque d'être dans la charrette. Donc tout cela évidemment n'annonce pas beaucoup de choses très sympathiques. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas laisser passer notre chance sur la Coupe de France. Alors comme le dit le dicton, et là aussi je vais un peu découper, on le dit, le poisson pourrit toujours par la tête. Et nous avons une direction à 3 têtes si on passe par-dessous John Textor, le propriétaire. Mais en tout cas, dans l'exécutif, ce sont ces trois-là, les trois larrons, là. Donc Jean-Michel Aulas, qui vient de sortir un bouquin et de fêter ses 74 ans. Vincent Ponceau, donc, qui est venu
en interview pour, on va dire, défendre son bilan, et Bruno Chéroux, donc le responsable de la cellule de recrutement. Donc évidemment, la situation actuelle ne peut que leur être imputée. J'ai bien voulu accepter pendant un certain temps, on va dire, les effets négatifs du passage de Juninho à la tête de l'équipe, avec certains contrats totalement pourris, avec je pense notamment à Boateng, et évidemment l'embauche de Peter Bosz, hein, qui nous a vraiment plongé au tréfonds de la Ligue 1, qui a démoralisé absolument tout le monde alors que lui était venu pour nous donner du jeu offensif et attractif. Et donc ce trio-là, alors moi comme je le dis toujours, je n'ai pas de haine contre ces personnes-là, mais simplement ils échouent régulièrement dans leur objectif. Jean-Michel Aulas a dit que s'il était 8e à la fin de cette saison, il serait déjà parti. Il était invité sur RMC dans le Moscato Show, et Pierre Dorian, donc le journaliste de l'émission, lui a dit « Mais actuellement vous êtes 10e, qu'est-ce qui va se passer si à la fin de la saison vous êtes 10e? Est-ce que vous allez partir ?» Alors Jean-Michel Aulas a répondu « Oui, bien sûr, mais à chaque fois on vient me rechercher. » Eh bien, monsieur Aulas, je vous invite à démissionner et on verra si quelqu'un viendra vous rechercher. Évidemment, si Aulas saute, Chéroux saute, Ponceau, lui, restera peut-être dans un rôle administratif qui doit être le sien et rien d'autre, et nommer une nouvelle équipe totalement différente pour gérer le sportif, parce qu'il faut bien reconnaître que ce sportif est en lambeaux. Tout ce qui a été tenté depuis que ces personnes-là ont repris les rênes, donc il y a eu le recrutement de Romain Fèvre qui s'est avéré être un échec, idem pour Tanguy Ndombele qui a été un échec. Il a peut-être fait 1 ou 2 bons matchs, mais pas plus. Bon, après, ce n'est pas des sommes très importantes dépensées. Amin Sarr, pour le moment, plus de 10 millions, eh bien, déçoit énormément, alors qu'il a du temps de jeu. Jeffinho, on va attendre, mais bon, il a fait une première intervention, mais quand même, c'était face à une équipe de Ligue 2, il ne faut pas l'oublier. Là, face à une Ligue 1, il a été vraiment très mauvais, et en plus, a eu un comportement et un body language qui ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout plu. La stratégie de Ponceau, qui a consisté en gros à écarter des joueurs d'expérience, mais qui semblaient démotivés ou pris en grippe par le public, et faire monter les jeunes, eh bien, se révèle aussi totalement inefficace, même si ça plaît à beaucoup de supporters, ça c'est une chose, mais en tout cas les résultats sont là. On était 8e sous Peter Bosz, on est 10e désormais, en ayant écarté ceux qui étaient censément nous avoir mis à la 8e place. Ceux qu'on a mis à la place nous mettent à la 10e place, donc je ne vois pas tellement de progrès de ce point de vue-là. Par ailleurs, Jean-Michel Aulas, c'est un vieux monsieur hein, qui a plus tellement d'énergie, qui a plus tellement de combativité, et qui en plus est devenu trop sentimental d'une certaine manière. La nomination de Juninho, c'est ça, c'est une nomination sentimentale, ce n'est pas une nomination réfléchie. On ne pouvait pas nommer un directeur sportif qui était retiré du football depuis 10 ans et qui n'a que très très peu de réseau. Donc ça, c'est un échec colossal, en plus sans vraiment définir son rôle par rapport notamment à Ponceau, son interventionnisme vis-à-vis de l'entraîneur Rudy Garcia, et évidemment ces nominations de Silvinho qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et de Peter Bosz, le clown néerlandais, qui nous a plongé dans la fange, et depuis dans cette fange, nous y pataugeons allègrement, et je ne vois aucun signe qui permet de penser que cela va changer. Et donc Jean-Michel Aulas, qui est quelqu'un, on va dire, de très paternaliste, est-ce encore en adéquation avec les équipes modernes? Je ne le crois pas. Laurent Blanc s'est plaint en interview après le match que les entourages avaient beaucoup trop de poids dans le club, mettaient beaucoup de pression. Un président qui arriverait de l'extérieur balayerait toutes ces considérations d'un revers de la main et prendrait les meilleures décisions pour que le sportif devienne enfin performant à l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas le cas depuis des années. Jean-Michel Aulas, qui a nommé Laurent Blanc, alors moi je trouve que Laurent Blanc est quelqu'un qui a montré sa compétence,
Mais il l'a fait venir parce qu'il le connaît. Enfin, il ne le connaissait pas personnellement, mais enfin, c'est un nom qu'il connaît. Je pense qu'il ne connaît pas beaucoup de noms de nouveaux entraîneurs. Et en fait, il fait venir Laurent Blanc. Et au bout de 2 mois, Laurent Blanc, qui est quelqu'un qui est connu pour ne pas apprécier particulièrement de travailler avec les jeunes, parce que travailler avec les jeunes et travailler avec des joueurs expérimentés, ce n'est pas du tout le même métier. Avec les jeunes, vous devez parfois reprendre les bases à zéro. Et quand vous avez coaché des Thiago Motta, des Zlatan Ibrahimovic, des Cavani, je peux comprendre que ça vous casse les pieds de faire de la vidéo pour montrer à tel ou tel joueur comment il doit se placer en situation défensive, en situation offensive, comment prendre la profondeur et tout ça. Lui doit considérer que ce sont des choses qui sont acquises et qu'il n'a pas à enseigner, mais je suis d'accord avec lui. On lui met, donc après 2 mois de son arrivée, une équipe quasiment de U20 entre les pattes. Et le problème, c'est qu'en plus, certains de nos cadres sont assez défaillants et ne jouent pas leur rôle. Donc Laurent Blanc doit se dépatouiller dans tous ces problèmes. Il se retrouve piégé par ce trio, puisqu'en plus, au mercato, on lui a promis des choses, des joueurs expérimentés, et notamment un numéro 6. Il a eu 2 jeunes qui n'ont jamais joué un match en Ligue 1, et déjà Lovren, ça c'est très bien, mais c'est la seule bonne recrue, on va dire, efficace immédiatement du mercato d'hiver. Donc on n'arrête pas de lui foutre des bâtons dans les roues. Malheureusement pour lui, comme il a refusé beaucoup de clubs depuis son départ du PSG, eh bien, il a été obligé d'accepter cette proposition de l'Olympique Lyonnais. Il se rend compte maintenant qu'il est piégé par le trio infernal et qu'il est obligé d'aller au moins jusqu'à la fin de la saison. Et je pense que petit à petit, on sent que, eh bien, il se fait chier. Et on peut le comprendre puisque nous-mêmes, on se fait chier à regarder cette équipe. Donc un problème d'avoir nommé un coach et de lui donner un effectif en totale inadéquation avec ses propres qualités, sa propre expérience, et d'espérer que son simple nom va réussir à relancer la machine. Enfin, dernier problème, et ça c'est un problème qui va peut-être nous coûter cher en Coupe de France, c'est qu'on a des joueurs qui sont capables de laisser filer des matchs. On l'a vu à Auxerre, on l'a vu contre Nantes, on l'a vu 1000 fois avec Peter Bosz, et donc on a des types qui sont professionnels, qui sont très bien payés, qui ont la chance, pour certains, malgré leur jeune âge, d'être titulaires en Ligue 1, de jouer en Ligue 1, et qui n'en ont rien à carrer, qui ne se battent pas. Et malheureusement, Laurent Blanc a essayé de mettre sur le terrain des mecs qui se battent, comme Mehdi, comme Le Penant, comme Barcola, comme Xar, comme Cacré. Mais le problème, c'est que la moitié, voire plus, de ces joueurs-là sont des joueurs limités. Et donc, avec toute la bonne volonté que vous pouvez avoir, quand vous êtes limité, vous vous faites bouffer par des mecs qui sont aussi déterminés, voire plus déterminés que vous, mais qui ont un peu plus de ballon que vous. Et malheureusement, je suis bien obligé de le reconnaître, mais quand nos amis nantais en demi-finale de la Coupe de France vont nous mettre l'ami Ludovic Blas en ailier et Andy Delors en numéro 9, et notre effectif il n'est pas foncièrement éloigné, voire peut-être même inférieur, je sais, ça fait mal de l'entendre, à cette équipe-là. Alors j'attends que nos joueurs nous démontrent le contraire, mais ce que je constate, c'est que cette saison, nous avons joué 2 fois le FC Nantes, sous Laurent Blanc d'ailleurs, que le premier match, on a fait un pathétique 0-0 chez eux, un résultat qui visiblement plaisait aux 2 entraîneurs, puisque dans ce match-là, Nantes n'a absolument rien tenté. Et un match retour, donc la semaine dernière, 1-1. Donc en 2 matchs, on n'a pas été capable de battre cette équipe, et je me dirais même qu'on n'a jamais été en position de les battre. Donc penser que aller là-bas pour une demi-finale de Coupe de France, ça va se faire tranquille mimile, très sincèrement, j'ai du mal à y croire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si évidemment elle est extrêmement négative. Je suis désolé de venir perturber cette trêve internationale avec une vidéo extrêmement pessimiste, mais en même temps j'essaie de ne pas
me voiler la face. Ça évite de tomber de trop ensuite. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.